Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire prévention. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé au travail des seniors, c'est-à-dire c'est un peu moi, c'est mon âge, voilà, 55 ans, je suis en plein dedans. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter Simeona Schminak. Tu es aussi, comme moi, senior. Je suis senior. Également, voilà, on est tous les deux seniors et tu es en plus médecin du travail. Mais je ne me sens pas du tout senior. Eh bien, moi non plus, Oui. moi non plus, c'est ça le problème. C'est que le matin, quand je me lève, j'ai l'impression d'avoir encore mes 30 ans, 40 ans, et en fait, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Alors, ouais, voilà, on partage les mêmes difficultés. En tant que médecin du travail, quelles sont les missions d'un médecin du travail aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les missions du médecin du travail sont évoluent, mais c'est toujours notre mission principale, c'est de prévenir toute altération de la santé des salariés due au travail. En gros, le travail n'a pas le droit de nous rendre malades. Oui, c'est ce que nous dit la médecine. Ce que nous dit la loi. Et le Code du travail, voilà, c'est le 41-21 du Code du travail, effectivement. Est-ce qu'on a vu des évolutions sur les dernières décennies des missions des services de santé au travail? Oui, la façon dont nous gérons aujourd'hui nos missions évolue. Il faut savoir que nous travaillons avec des équipes pluridisciplinaires. Dans mon équipe, j'ai une infirmière de santé au travail, j'ai un ingénieur de prévention, j'ai une assistante qui suit les salariés également et qui est formée pour les recevoir, pour faire les dossiers médicaux, mais qui est également formée pour les conseiller par rapport aux visites obligatoires et les visites possibles. Donc nous sommes toute une équipe et aujourd'hui, avant, le médecin du travail gérait toutes les visites tout seul. Aujourd'hui, je peux déléguer des missions à mon infirmière du travail. Aujourd'hui, l'infirmière du travail peut faire des visites qui sont des visites infirmières, sous délégation, sous ma délégation. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et en même temps, ça me permet de suivre un nombre de salariés beaucoup plus important. Et justement, un médecin du travail, il a combien de salariés dans son périmètre, en moyenne? Alors, c'est très variable. Dans les services interentreprises, c'est entre 6 000 et 8 000 salariés. C'est quoi un service interentreprise? Alors, un service interentreprise, c'est une association qui regroupe plusieurs employeurs et plusieurs médecins du travail, plusieurs infirmiers du travail. C'est une association de médecine du travail. Nous sommes gérés par la DRIET, hein, notre supérieur, si je peux dire direct, c'est le médecin inspecteur du travail, qui, en fonction des besoins, peut augmenter ou pas le nombre de salariés suivis par médecin dans ces entreprises. Donc, comme je le disais, c'est plusieurs entreprises qui adhèrent à la médecine du travail et chaque médecin du travail s'occupe d'un périmètre géographique défini, avec un nombre de salariés défini. Et donc, c'est en moyenne entre 6 et 8. 6 et 8 000, d'accord. Et tu parlais donc de médecins du travail dans un service interentreprise. Et il y a un autre type de service? Tout à fait. Il y a les services de médecine du travail qui sont on appelle ça des services autonomes. Certaines grandes entreprises peuvent se permettre d'avoir un service de médecine du travail qui est complètement indépendant, mais qui est au sein de l'entreprise. Par exemple, Vinci, ils ont un service autonome. Certains, dans la fonction publique, certaines grosses mairies, ils ont des services autonomes, comme la mairie de Paris. Donc ça peut arriver. Certaines assurances aussi, les banques aussi, c'est souvent le cas. Pour cela, il faut quand même un nombre de salariés défini pour qu'on puisse avoir un médecin du travail. Dans les services autonomes, en général, le médecin s'occupe de... Son périmètre, il y a moins de salariés. Il s'occupe à peu près de 2000 personnes, 2 à 3 000 personnes. D'accord. Est-ce que la médecine du travail intervient en prévention primaire, secondaire, tertiaire, les trois, pas toutes? Alors, historiquement, la médecine du travail s'est occupée plutôt de la prévention primaire et de la prévention tertiaire. Mais déjà, il faut qu'on définisse ce que c'est. C'est quoi? Ce que c'est tout ça. Dis-nous. Alors voilà, donc en fait, on a défini trois préventions. La prévention primaire, c'est quand on agit en amont, avant que les choses se passent, avant que la maladie arrive. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est quand le médecin du travail
va constater une maladie. Donc la maladie, elle est déjà là. Elle est due au travail, mais elle est déjà là. Et donc son rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que la maladie ne s'aggrave pas. Donc il a plusieurs éviers pour agir. Et la prévention tertiaire, c'est en fait, voilà, la maladie, elle est déjà là, les conséquences sont là. En fait, on va réagir après, mais voilà, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et c'est inutile. Ça a un coût extrêmement lourd pour l'entreprise et la société. Et finalement, la prévention tertiaire, c'est l'échec de la prévention primaire et l'échec de la prévention secondaire. On peut l'appeler comme ça. Si on arrive en tertiaire, c'est qu'on a raté aux deux premières. Oui. Ouais, effectivement. Est-ce que les salariés ont des rendez-vous obligatoires avec la médecine du travail? Alors oui. Les rendez-vous obligatoires existent. Par exemple, c'est les visites d'information. Enfin, avant, ça s'appelait des visites d'embauche, mais aujourd'hui, ça s'appelle des visites d'information. Ils sont obligatoires dans les 3 premiers mois après l'embauche, mais pour certaines populations, comme par exemple les salariés mineurs, parce qu'on a par exemple des salariés mineurs qui sont dans les CAP, etc. Eux, c'est des visites qui sont obligatoires, ils sont avant l'embauche. Ah, c'est avant pour les mineurs? Pour les mineurs, c'est avant. Et pour les majeurs? Pour les alternants majeurs, c'est dans les 2 mois. Alternants majeurs 2 mois et salariés non alternants, etc., majeurs dans les 3 mois? Dans les 3 mois. D'accord. Dans certains cas, en fonction des conventions collectives, on peut avoir des visites obligatoires avant. Par exemple, pour tout ce qui est site nucléaire ou des risques un peu spécifiques, on peut avoir des demandes pour les voir avant, pour avoir une aptitude en amont. Oui, c'est un cas particulier. Tout à fait possible, mais c'est des cas particuliers, tout à fait. Donc ça, c'est pour le salarié, le lien salarié-médecine du travail. Est-ce que l'employeur, les services RH, ont des liens avec le médecin du travail? Oui, tout à fait. Et c'est un lien qui est très important. Notre interlocuteur privilégié, au moins au début, c'est le RH. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est les services RH qui vont gérer les visites. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit visites d'embauche, mais en fait, il y a d'autres visites aussi. On a oublié de dire les visites intermédiaires. Et puis, les salariés sont suivis, en fait, tous les 5 ans, avec des visites intermédiaires au milieu qui sont assurées en général par une infirmière. Les salariés qui sont à des risques spécifiques vont être suivis tous les 4 ans. Quand tu dis un salarié à risque spécifique, c'est un risque qui est dû à sa santé à lui ou à ses conditions de travail? Alors les deux. C'est soit au risque auquel il est exposé, par exemple s'il est exposé à l'amiante, s'il est exposé aux rayonnements ionisants, là c'est un risque qui est spécifique, du coup il va être suivi tous les 4 ans avec une visite intermédiaire aux 2 ans. Ça peut être aussi, et ça c'est la décision du médecin, moi j'ai le droit de décider qu'un salarié qui est handicapé ou qui a une pathologie spécifique, que je vais le revoir beaucoup plus souvent. Et c'est moi qui peux imposer ce rythme-là. Donc tu peux imposer une surveillance particulière sachant que monsieur machin ou madame truc, telle pathologie... Voilà, elle a une pathologie qui fait qu'elle est fragilisée par rapport aux risques qui sont présents sur son poste du travail. Et je peux décider de la suivre beaucoup plus souvent. Et alors, imaginons un service RH dans une entreprise et le DRH ou le responsable de ressources humaines constate qu'il a un salarié qui va vraiment pas bien, qui se rapproche d'un burn-out, qui est en surcharge de travail, mais le salarié n'arrive pas à freiner, même si la RH lui dit, écoutez, il faut faire moins, là, etc. Est-ce que l'employeur peut solliciter le médecin du travail en disant, écoutez, j'ai quelqu'un là qui est vraiment à risque élevé, est-ce que vous pouvez le recevoir? Tout à fait. Il faut qu'ils le fassent, mais ça aussi, vous avez parlé tout à l'heure de lien RH, médecine du travail. Je pense que c'est très important d'établir ce lien, et ce lien de confiance qui permet au DRH de se tourner spontanément vers nous, de nous expliquer leurs craintes et de prendre demander une visite à la demande de l'employeur, qui n'est pas du tout dans les visites obligatoires. Mais le salarié lui-même, il peut demander une visite, il a le droit de le demander, et cette visite-là l'employeur n'est pas, nous ne sommes pas obligés de prévenir l'employeur que le salarié est chez nous. D'accord, donc un salarié peut te solliciter en tant que médecin du travail sans informer son employeur, et toi tu n'informes pas l'employeur en retour. Je n'ai pas d'obligation à l'informer. Alors imaginons toujours sur ça que le DRH t'appelle, te dit écoutez, moi j'ai un salarié, je suis très inquiet, il prend rendez-vous, mais le salarié ne veut pas venir. Prend rendez-vous sur temps de travail et le salarié dit non, moi ça va, je vais voir le médecin. Non, là il y a une obligation en fait, c'est une visite à la demande de l'employeur, l'employeur peut l'obliger d'y aller. D'accord.
moi, je peux te donner. Là c'est les risques psychosociaux, c'est un peu plus spécifique, mais par exemple, je ne sais pas, le DRH constate que le salarié a une addiction. Oui. Mais dans l'entreprise, la convention fait qu'on ne peut pas le tester. Mais le DRH, il est très inquiet. Ils peuvent l'obliger à devenir, et s'il ne vient pas, en fait, ils peuvent le mettre à... Je ne sais pas comment ça se dit, mise à pied. Mise à pied, oui. En tout cas, il y a une sanction disciplinaire. Il y a une sanction disciplinaire, et en fait, il n'a pas de salaire. Donc, en fait, au bout d'un moment, il vient quand même. Oui, il vient quand même. Contraint, oui. Et le contraint, il vient quand même. Oui, je comprends tout à fait. Dis-moi, pour quelqu'un, toi, moi, je l'ai dit tout à l'heure, on est seniors tous les deux, 55 ans. Quel est le motif ou les motifs principaux de consultation en médecine du travail pour les seniors, justement? Alors, la plupart du temps, c'est les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Les troubles musculo-squelettiques, c'est normal. En fait, c'est une usure entre le temps et les risques rencontrés au travail, et en fait les deux liés de plus en plus chez les seniors. Les risques psychosociaux, c'est vrai que chez nous, chez les seniors, parfois on a l'impression qu'on devient obsolète, qu'on est mis à l'écart. On a l'impression qu'on n'arrive pas à aller aussi rapidement avec les outils informatiques, par exemple. Que les jeunes. Ça avance trop vite. Donc ça peut créer des risques psychosociaux, effectivement. Donc en fait, c'est les deux les plus grands. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est, par exemple, dans certains postes, il y a des risques chimiques. Les risques chimiques, la substance, au fait, à laquelle on est exposé, le produit à lequel on est exposé, il y a une accumulation avec le temps, et le risque de faire un cancer augmente avec le temps d'exposition. Et donc, comment ça se passe? Alors, le salarié, tu le vois, et après, est-ce que toi, tu peux lui prescrire un bilan, ou il faut qu'il aille voir son médecin de famille pour avoir une prescription pour faire des bilans? J'ai le droit de prescrire des bilans qui sont liés avec le poste du travail. Si c'est des troubles musculo-squelettiques, je peux évidemment prescrire un IRM du Rachis-Lambert. Je peux prescrire une biologie. D'accord. Une biologie, c'est une prise de sang. Oui, pardon. Donc une prise de sang avec une recherche de choses spécifiques. Obligatoirement, je l'oriente vers son médecin de ville quand même, avec le compte rendu. Parce que si je découvre, par exemple, je ne sais pas, si je découvre une hernie discale qui n'a pas été découverte par le médecin traitant, je corresponds. Moi, j'envoie un courrier avec le... D'ailleurs, je passe obligatoirement par le salarié. Je ne peux pas appeler le médecin traitant directement sans son accord. Parce que c'est le médecin traitant qui va déclarer la maladie professionnelle. Mais oui, j'ai le droit de prescrire. C'est intéressant de le savoir, oui. Mais tout ce qui est lié au travail. Oui, uniquement ce qui est lié au travail, bien entendu, puisque tu es médecin du travail. Je ne suis pas médecin de soins. Voilà, tu es médecin du travail. Dis-moi, en fait, on se rend compte le matin, parfois, en me levant, que c'est un peu plus dur que certains jours. Et donc, il y a le vieillissement naturel du corps. Et puis, il y a l'exposition peut-être à certaines contraintes physiques. Si on passe la journée sur un ordinateur avec le bras tordu, etc., ou dans mon cas, je circule beaucoup, donc beaucoup de voitures. On peut avoir des métiers avec de la pénibilité, des machines, etc. Comment est-ce qu'on peut faire, et est-ce qu'on peut faire une différence entre ce qui est le vieillissement naturel du corps et une sorte d'usure liée au travail, la pénibilité? Est-ce qu'on peut distinguer les deux? C'est très difficile. En général, ça va ensemble. Oui. On ne peut pas forcément le distinguer. Il y a des choses qu'on sait qui sont dues au travail. Je ne sais pas, par exemple, les risques liés à l'amiante. Là, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui était rencontré au travail et il y a une exposition. Mais, par exemple, certains troubles musculo-squelettiques, c'est difficile de distinguer une usure et une inflammation chronique du travail, enfin de la pathologie qui est liée au travail. C'est embriqué. C'est très difficile à distinguer les choses. D'autant plus que parfois, j'imagine qu'il y a des gens qui, je ne sais pas moi, le week-end vont être chez eux, bricoler, faire des choses, et qui peut dégrader leur santé. C'est pour ça qu'il existe les tableaux des maladies professionnelles avec des temps d'exposition qui sont prédéfinis. Donc tout ça, c'est bien défini pour qu'on puisse au maximum définir les choses. Quand cela sort des maladies, du tableau des maladies professionnelles, on peut quand même demander, parce qu'on estime que c'est dû au travail. Mais là, du coup, c'est une autre procédure et ça passe par les comités. Le comité, le C2RMP. Non, c'est les comités régionaux, en fait, qui décident. De maladies professionnelles. Voilà, avec un panel d'experts, de médecins qui...
Et est-ce qu'il y a certains types quand même qu'on voit de pathologies qui se majorent pour les fins de carrière? Beaucoup de TMS, beaucoup les de troubles TMS, musculo-squelettiques. voilà, et les risques psychosociaux. Les deux. C'est la majorité des cas. Parfois, on peut avoir le sentiment, quand on est salarié ou peut-être employeur, que la médecine du travail a un champ d'action énorme. Quel est-il réellement? Quels sont les moyens dont on dispose pour agir quand on est... Pour les seniors spécifiquement? Non, alors les seniors et puis pour tout le monde. Alors nous avons des moyens d'action pour prévenir. Ça peut être un aménagement du poste. Oui. Ça peut être un conseil pour l'achat de certaines choses. Je ne sais pas, par exemple, des moyens pour... Par exemple, dans le BTP, souvent, ils lèvent des plaques qui sont très lourdes, qui sont en fonte, pour pouvoir travailler en dessous. On peut conseiller l'achat d'outils spécifiques qui puissent lever à la place des salariés. Ça peut être un aménagement du poste du travail pour tout ce qui est, par exemple, des postes administratifs, des bureaux qui sont à la bonne hauteur, des fauteuils ergonomiques, des claviers ergonomiques, des souris ergonomiques. Oui. Ça va réduire ces risques-là. On a des moyens. On peut faire un aménagement du temps du travail. On peut aménager... on peut aménager les postes en faisant des postes, par exemple, des salariés qui travaillent avec des marteaux-piqueurs. Oui. Il faut absolument dire non, on ne travaille pas tous les jours pendant 8 heures par jour avec un marteau-piqueur. Donc, en fait, il faut des tâches qui se succèdent et qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut varier les positions et les tâches pour éviter qu'il y ait une saturation. Et là, nous sommes aidés parce que nous avons dans nos équipes pluridisciplinaires, nous avons des ergonomes. On peut faire des visites du poste avec l'ergonome, étudier le poste. D'ailleurs, c'est une de nos forces, pouvoir aller sur les lieux du travail, pouvoir étudier des postes avec l'ingénieur de prévention, avec un ergonome. On est une équipe pluridisciplinaire, chacun apporte son savoir-faire pour qu'on puisse aider au maximum les salariés. Est-ce que ce sont des recommandations qui sont contraignantes pour l'employeur? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit obligatoirement mettre en œuvre ou c'est juste un avis, un conseil, une recommandation? Les deux. C'est-à-dire? Dans certains cas, quand j'émets un avis, l'employeur doit spécifier qu'il ne peut pas le mettre en place. Si j'émets un avis que le salarié ne peut pas utiliser des outils vibrants, c'est obligatoire en fait. S'il ne peut pas le mettre en place, le salarié il est inapte au poste. D'accord. Dans certains cas, c'est juste un avis, mais il faut vraiment qu'il prouve pourquoi ils l'ont pas fait. C'est presque obligatoire. D'accord. Parce que des fois, enfin moi j'ai eu le sentiment, ici ou là, que finalement le médecin du travail faisait des recommandations. Et c'est pas suivi. Et c'est pas toujours suivi. Voilà. Oui, mais s'il se passe quoi que ce soit... Et il n'y a pas toujours d'inaptitude au poste non plus. Oui, mais s'il se passe quoi que ce soit, c'est l'employeur qui est en faute grave. Ouais. Et il a eu déjà des jurisprudences. On peut discuter avec les avocats, mais déjà... Donc en fait, c'est l'employeur qui se met en porte-à-faux et c'est un risque énorme qu'il encourt. Il ne faut pas oublier, le travail ne doit pas altérer la santé. Or, si le médecin dit que s'il continuer à ce poste-là avec ces gestes-là va altérer la santé du salarié, l'employeur se met en porte-à-faux. Ouais, c'est le 41-21 qui oblige d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Bon, pas altérer la santé, c'est une chose, mais que le travail fatigue, c'est normal en fait quand même. Parce que même si tu passes ta journée dans ton canapé devant une plateforme à regarder des séries, le soir tu te lèves, tu te dis je suis fatigué, je vais me coucher. Donc qu'on soit fatigué après une journée de travail, c'est quand même normal. C'est tout à fait normal. Seulement avec l'âge, on est beaucoup plus vite fatigable. Tu trouves? Oui. On est beaucoup plus vite fatigable, on est beaucoup plus sensible au bruit, on est beaucoup plus sensible aux gestes répétitifs, on est beaucoup plus sensible aux longues routes, on est beaucoup plus fatigué, les trajets sont beaucoup plus fatigants. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut quand même aménager les postes avec l'âge des salariés, des agents. Il faut y réfléchir à ça, il faut penser à ça parce que c'est toujours un coût en fait. Si le salarié vieillissant, il est très fatigué, il va se mettre beaucoup plus souvent en arrêt, ce qui est un coût pour l'entreprise et pour la société. Ce qui coûte plus cher
Que d'aménager. Que d'aménager peut-être des petites choses, d'aménager des pauses régulières, d'aménager le poste, peut-être changer de poste, peut-être donner un peu, peut-être aménager un peu les horaires de travail. Un senior va beaucoup moins supporter le travail de nuit. Peut-être qu'il faut réfléchir qu'à partir de 50 ans, diminuer le temps de nuit pour les seniors et pour les femmes. Les femmes, c'est très spécifique également. Les femmes rentrent dans une période qui est spécifique pour elles, la préménopause et la ménopause, avec des conséquences sur la santé et le travail qui doivent être prises en charge. Ouais. Or, ce n'est pas pris en charge aujourd'hui du tout. Tous les ans, il y a à peu près 500 000 femmes qui entrent en préménopause. Et donc, c'est la moitié de la population qui travaille. Ouais, et on a donc ce nombre-là, et c'est 40 ans en moyenne, le plus tôt possible, c'est 40 ans. Donc, elles sont seniors, quoi, quasiment à chaque fois. Oui. Donc, elles cumulent les deux. Elles cumulent les deux. Et ménopause, avec quand même... Quels sont, parce qu'on avait eu Jalila Djache, qui est médecin gynécologue, en octobre, sur la question de la ménopause. Est-ce que tu peux rappeler brièvement quelles conséquences peut avoir la ménopause au travail? Alors, on est beaucoup plus vite fatigué, on est beaucoup plus vite irritable. L'humeur aussi peut changer. On a, en général, l'humeur, elle change beaucoup. Certaines femmes peuvent être un petit peu plus agressifs. Il y a aussi de la sensibilité à la chaleur et au froid qui est différente. Parfois, sur la fatigabilité. Oui. Ouais. On est beaucoup plus vite fatigable, on ne supporte plus de travailler la nuit, on ne supporte plus les bruits. C'est assez pénible à vivre pour certaines femmes. Et Jalila nous disait qu'il ne fallait pas hésiter à se supplémenter. Alors, dans la population générale, il y a cette idée que la supplémentation d'hormones accroît le risque de cancer du sein et de l'utérus. C'était dû à une étude qui était faite dans les années 80-90 et qui a démontré ça. Mais en fait, cette étude-là, la population de femmes qui étaient là, ils étaient entre 40 ans et 80 ans. Donc, il y avait des femmes qui avaient été en ménopause de plus de 10 ans. Donc là, on a refait des études, on a pris des femmes qui étaient... on a bien séparé les femmes, donc entre... le jour de la ménopause et ménopause, il y a une tranche d'âge, c'est 10 ans, etc. Donc en fait, on a refait des études et les résultats, ils sont juste fabuleux. Le fait de se supplémenter diminue le risque d'ostéoporose et diminue le risque cardiovasculaire, diminue la fatigabilité. Oui, c'est important, ouais. Pour le confort de la vie des femmes au quotidien, oui. et dans les l'emploi, autres, et puis l'environnement. Et les gens qui les entourent. Oui, le conjoint, les enfants, etc. C'est très important. D'accord, je comprends le message. Ainsi qu'au travail. Ainsi qu'au travail, pour les collègues. Comment est-ce qu'un médecin du travail peut sensibiliser les employeurs sur toutes ces questions-là? Je pense qu'il faut faire des journées de prévention, de proposer des journées de prévention. Les entreprises sont très friands, quand on leur propose, ils sont ravis. Tu veux dire d'inviter des employeurs à une journée organisée par... Non, c'est eux qui nous invitent dans l'entreprise. Bon, ça peut être fait exclusivement par les grandes entreprises qui ont des journées de prévention 1 à 2 fois par an, donc qui nous invitent avec des sujets bien précis. Soit ils nous demandent de proposer des sujets, soit c'est eux qui nous proposent des sujets. On peut participer aussi au quart d'heure de sécurité. Ça a été déjà fait, mais encore une fois, c'est les grandes entreprises. Pour les autres, je pense que les formats webinaires, c'est la meilleure chose. Et des brochures, des choses comme ça, qui sont un peu plus anciens maintenant. Oui, c'est vrai, un autre monde presque. Un autre monde. Tout à l'heure, on a évoqué la question des inaptitudes brièvement. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de formes d'inaptitude? Parce que c'est un petit peu flou pour nous. C'est très flou, oui, puis ça a changé récemment. Ça a changé. Donc aujourd'hui, nous avons... avant, on appelait une aptitude temporaire. Maintenant, ça ne s'appelle pas comme ça. C'est une contre-indication médicale à la reprise du poste. D'accord, ce qui est à peu près la même chose. Oui, voilà. Formulé autrement. C'est formulé autrement. Donc, nous faisons ça. Et puis après, nous mettons le salarié, il est orienté vers son médecin du travail, vers son médecin traitant pour arrêt. En général, c'est quand on se rend compte qu'à la visite, parce que c'est souvent à la visite, qu'il y a une maladie chronique qui a évolué tellement que du coup, c'est très difficile pour le salarié de continuer son poste, où on découvre quelque chose. Voilà, donc en fait, on les oriente, on met une inaptitude temporaire, mais en fait, c'est une contre-indication médicale pour la poursuite. Ça peut être aussi parce que le salarié, il est venu et j'ai constaté, j'ai découvert un diabète. Oui. Ça peut être parce que j'ai constaté une tension
Ça m'est déjà arrivé à 22. Oui. J'ai dû appeler le SAMU. C'est déjà arrivé. Ouais. Donc là, on émet ce genre de contre-indication médicale. Ensuite, il y a une inaptitude définitive, qui est une inaptitude au poste du travail. Ce n'est pas une inaptitude pour toute sa vie. Oui. Parce que parfois, en fait, c'est mélangé. Quand ils entendent inaptitude, ils ont l'impression que j'ai mis inaptitude à vie. Oui. Or, c'est une inaptitude qui est au poste du travail spécifique actuel. Et après, il y a encore une spécificité. Je peux émettre un avis d'inaptitude en disant qu'il y a une contre-indication médicale pour une reprise, pour tout travail, ou que le travail va alterner la santé du travailleur. Donc, en fait, c'est vraiment, je ne veux plus qu'il continue à travailler dans cette entreprise. Ou alors, j'émets un avis d'inaptitude pour un poste et je dis, il peut continuer sur un poste sans utiliser des outils vibrants. Avec des aménagements du poste. Voilà, j'aménage le poste très drastiquement. Donc, il peut y avoir une attitude à l'entreprise. Oui. C'est ça. Par exemple, suite au burn-out et des harcèlements, ça peut arriver, malheureusement. Malheureusement, ça existe encore. Quand toi, tu vois les salariés en consultation, comment ils prennent ça en général, la question de l'inaptitude? Alors, c'est très, très varié. Parfois, c'est un vrai soulagement, parce que le salarié, c'est un moyen pour le salarié de quitter dignement l'entreprise. Et parfois, ils sont tellement épuisés, surtout quand il y a des risques psychosociaux, ils sont tellement épuisés de se battre que c'est un vrai soulagement. Moi, je travaille beaucoup dans le BTP, en fait. Ça fait 10 ans que je travaille dans le BTP. Donc, tout simplement, les salariés à 55 ans, ils sont cassés. Ils sont littéralement cassés. Ce sont des gens souvent qui ont commencé à travailler à l'âge de 12-14 ans. Qui n'étaient pas déclarés en plus à l'époque. Et en fait, là, à 55 ans, ils arrivent, ils sont cassés. Ils ont des tendinites, ils ont des fractures, ils ne peuvent plus. En fait. Donc, en fait, c'est une sortie digne, je trouve. Souvent, c'est l'entreprise qui les accompagne pour sortir de façon dignement avec les syndicats. Ils le prennent mal parce que pour eux, c'est un échec. Ils ne se voient pas ne pas travailler. Oui, bien sûr, c'est tout. Il faut les accompagner. Parfois, je diffère alors que je sais très bien que je vais faire une inaptitude. Je diffère plusieurs mois pour qu'ils puissent intégrer le fait qu'ils vont partir. Est-ce que le psychologue du travail peut accompagner dans ces cas-là? Alors, c'est la meilleure chose à faire. C'est que maintenant, avec les offres socles, nos psychologues, ils sont très limités dans leur offre. Ils ont des missions qui sont réduites? Ils sont très réduites, je trouve, oui. Il y aurait besoin de plus de psychologie du travail. Et encore, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est vraiment très réduit. J'ai eu un cas avec des décès sur les chantiers et nous n'avons pas pu accompagner les salariés parce que c'est un vrai choc. Bien sûr, oui. C'est un vrai choc psychologique. Donc on n'a pas pu les accompagner. J'ai dû les aider à chercher un psychologue en dehors de notre centre. Et on voit de plus en plus, moi je trouve, des psychologues du travail s'installer en libéral, justement, faire des consultations en ville. Mais ils ne peuvent pas. Le problème, c'est que c'est une question d'argent. Oui, c'est ça. Souvent, c'est une question d'argent. Malheureusement, ce n'est pas remboursé. C'est une vraie question d'argent. On a parlé de l'inaptitude. Il y a aussi la question ce qu'on appelle souvent le mi-temps thérapeutique. Est-ce que c'est obligatoirement un mi-temps d'abord? Est-ce que ça peut être 80%? C'est un temps partiel? C'est un temps partiel. Oui. Ce n'est pas obligatoirement un mi-temps. Ça se fait en collaboration avec le médecin traitant parce que c'est un arrêt en fait. Bien sûr. C'est thérapeutique, donc c'est un arrêt. Souvent, c'est mis en place après plusieurs mois d'arrêt et en fonction de la pathologie aussi. Ça peut être mis assez rapidement. Cela permet une reprise de travail plus rapide. Une intégration sociale plus rapide, c'est très important. Et en même temps, commencer doucement pour ne pas se sentir isolé. Cela permet également de continuer les soins. Ça peut être des soins en chimio, ça peut être du kiné, ça peut être plein de choses, mais ça permet de continuer les soins tranquillement et à son rythme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Dans certains métiers, ce n'est pas possible, malheureusement. Quel type de métier, par exemple? Tu as une idée, là?
Là, comme ça, je n'ai pas réfléchi là, du coup. Mais c'est pas possible. Par exemple, bon, moi, c'est BTP, donc je donne beaucoup plus de théories de BTP, mais quand c'est des chefs de chantier, c'est difficile, c'est des suivis de chantier, il ne peut pas être là la moitié du temps. Oui, donc ce n'est pas possible, non pas à cause du système, mais de la poursuite du travail. Par rapport au poste. Oui, évidemment. Et pour finir, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un service RH, à un employeur, pour justement accompagner les seniors dans ces 10-15 ans de fin de carrière pour qu'ils puissent la vivre, cette période-là, du mieux possible au niveau de la santé et du travail? Alors, déjà prendre contact avec leur médecin du travail. Expliquer les situations, demander conseil comment les salariés peuvent être suivis au mieux. En général, moi, personnellement, je réponds avec un grand plaisir. Je vais voir les DRH et on fait un bilan des salariés, de la périmètre des âges et un petit bilan des risques. Donc, on le fait ensemble avec un grand plaisir. Donc, on peut mettre en place un suivi un peu plus spécifique. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous avons actuellement une visite. En plus, c'est la visite de mi-carrière. Oui. Et ce n'est pas juste un truc administratif. C'est vrai que la visite de mi-carrière, c'est entre 40 et 45 ans. On va faire le bilan des risques auxquels le salarié était exposé et un bilan de l'état de santé du salarié. Et cette visite-là, elle est vraiment super parce que certains médecins la prennent comme une obligation administrative, mais je trouve qu'elle est très importante. Il faut en parler au DRH, que cette visite-là, elle est très, très importante. Et pour qu'on puisse faire un bilan derrière de risques et des expositions. Surtout que 40-45 ans, c'est la veille de l'âge du senior. Voilà. On est vraiment aux portes de la seniorité. Très bien. Merci beaucoup, Simeona. On va prendre maintenant les questions des participants. Alors, on a Alexandra qui te demande comment est-ce qu'on peut adapter un poste de travail pour les personnes en fin de carrière, par exemple, type de création de postes tutorat, qui deviennent des tuteurs dans l'entreprise, pour que les anciens, ceux qui ont l'expérience dans l'entreprise et dans le métier, puissent transmettre leurs connaissances aux plus jeunes. Alors, c'est excellent. Ouais. C'est un exemple qui est excellent. En plus, ça les valorise. Ils ont une réelle expérience qu'ils peuvent donner aux jeunes. Et en plus, ça permet un échange jeune-vieux qui est très valorisant pour tout le monde. Oui. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut aussi positionner le salarié sur des missions un peu différentes de ce qu'il faisait avant. Un peu transverse, au fait. Ouais, on peut le positionner sur des postes un peu transverses. On peut aménager un petit peu le temps de travail. On peut... après, ça dépend des postes. C'est vraiment très spécifique. Il faut en parler avec le médecin du travail qui va vous aider à gérer ça au cas par cas. Mais là, c'est une proposition qui est vraiment superbe. Oui. OK. Écoutez, on a une deuxième question. Est-ce que la visite, Sabrina te demande si la visite de mi-carrière est obligatoire? Oui. C'est une obligation. Et alors, j'allais dire, et si le salarié ne vient pas, qu'est-ce qui se passe alors? Je ne sais pas, en général, ils viennent. Ils viennent. Ça peut être combiné avec les visites normaux, en fait, les visites des 4 ans ou des 5 ans. D'accord. Les visites de prévention, c'est combiné. On ne les sépare pas, on les fait avec le... Ensemble. Ensemble, oui. Ouais. Donc, c'est juste une visite un peu plus longue que je prévois dans ces cas-là. Ouais. Où tu explores plus de choses. OK. Eh bien, merci pour ces questions. On va conclure sur ces deux dernières questions notre entretien. Merci beaucoup, Simeona. Merci de votre invitation.